Biographie de Saint Charles de Foucault, l'explorateur au Maroc, suite. Citation de Saint Charles. Jusqu'ici, je ne suis pas content du tout de Mardochée. Il est poltron et paresseux au-delà de toute expression. De même que pour Figaro, on ne peut dire que ces deux vices se partagent son cœur. Ils y règnent d'accord, dans l'harmonie la plus parfaite. Par-dessus le marché, il est douillet au-delà de toute expression. Il passe son temps à geindre, et quelquefois même il pleure à chaudes larmes. Dans les premiers jours, ce n'était que ridicule. À la longue, c'est fort ennuyeux. Marche-t-on, ce sont le soleil et les cahots de la mule. Est-on dans une ville, ce sont les puces et les punaises. Et puis l'eau qui est chaude, et puis la nourriture qui est médiocre. Tous ces petits détails peuvent être parfois durs à supporter, mais il n'avait qu'à ne pas m'embêter à Alger pour voyager avec moi. Je t'avoue que si je n'avais pas tenu beaucoup à accomplir mon itinéraire et à ne pas revenir sans avoir rien fait, je l'aurais remercié il y a plus d'un mois et je serais revenu à Alger chercher quelqu'un de plus actif, de plus entreprenant et de plus viril. Mais à aucun prix je ne veux revenir sans avoir vu ce que j'ai dit que je verrais, sans avoir été où j'ai dit que j'irais. Je crois que le voyage me coûtera tout ce que j'ai emporté ou peu s'en faut. Jusqu'ici, j'ai dépensé 1500 francs et j'ai peu marché. Il est vrai que là-dessus, j'ai 2 mules d'une valeur de 250 francs chacune. Ce qui coûte cher, c'est de marcher. Veut-on aller d'un point à un autre? Voici ce qu'on fait. On va trouver un notable de l'endroit qu'on sait pouvoir vous conduire en sûreté au point où on veut aller. On lui dit « Je veux aller à tel endroit, donnez-moi votre hanaya et servez-moi de zettet. » L'hanaya, c'est la protection, le zettet, c'est le protecteur. Il vous répond très volontiers « C'est tant ». On marchande une bonne heure. Finalement, on convient du prix. On lui remet la somme dite, moyennant quoi il vous accompagne lui-même, ou vous fait accompagner par un de ses parents ou de ses serviteurs jusqu'au point désiré. C'est la seule manière de voyager dans les tribus berbères et kabyles. Sans cette précaution, les gens même de l'endroit que vous quittez courraient après vous pour vous piller à un quart d'heure de la ville ou du village d'où vous sortez. Ce zettet est la vraie chose coûteuse dans notre voyage. Il se paie plus ou moins cher, suivant qu'on doit traverser des tribus plus ou moins dangereuses. Quelquefois, il est excessivement cher. Ainsi, en sortant de Taza, pour aller de là à un autre point sur la route de Fès, distant de la ville seulement de 6 heures de chemin, j'ai payé 60 francs. Il s'agissait de traverser le territoire de ces terribles riatas. Tu comprends qu'avec une telle difficulté de communication, le commerce n'est pas actif au Maroc. Quoique le pays soit merveilleusement fertile, les habitants sont pauvres. Ils cultivent juste ce qu'il leur faut pour vivre, faute de pouvoir vendre le surplus. Il n'y a aucune comparaison entre ce pays-ci et l'Algérie, qui est un désert auprès de lui. En Algérie, il n'y a d'eau nulle part, même en hiver. Ici, dans cette saison-ci, il y a de l'eau partout. Ce ne sont que rivières d'eau courante, ruisseaux, torrents, sources. Et note que depuis que j'ai mis le pied dans le Maroc, je n'ai pas vu tomber une goutte de pluie. Mais il y a de hautes montagnes boisées, et de la terrasse de la maison où je suis, on voit des filets de neige sur les cimes éloignées du Djebel Waraïn, dans la direction du sud-est. Fin de citation. Un mois d'arrêt. Charles de Foucault l'emploie à faire 2 grandes excursions, l'une à Taza, comme il a été dit, dans l'Est, l'autre à Sefrou. Le récit très détaillé qu'il fait de ces 2 excursions me semble être une des meilleures parties de la reconnaissance au Maroc. Là aussi, les phrases pittoresques abondent, par exemple celle-ci. À 2h30, nous atteignons un col, Taza apparaît,
une haute falaise de roches noires se détachant de la montagne et s'avançant dans la plaine comme un cap. Sur son sommet, la ville dominée par un vieux minaret, à ses pieds d'immenses jardins. Foucault atteint la porte de la première enceinte, ôte ses chaussures et entre dans la ville. Cité la plus misérable du Maroc. La tribu des Riata la pillait perpétuellement, toujours en armes, encombrant les ruelles et les places. S'ils trouvaient quelque objet ou quelque bête de somme qui leur convint, ils s'en emparaient, et il n'y avait entre eux aucun espoir de justice. Il est difficile d'exprimer la terreur dans laquelle vit la population. Aussi ne rêve-t-elle que d'une chose, la venue des Français. Que de fois ai-je entendu les musulmans s'écrier « Quand les Français entreront-ils ? Quand nous débarrasseront-ils enfin des riatas ? Quand vivrons-nous en peine, comme les gens de Tlemcen ?» et de faire des vœux pour que ce jour soit proche. L'arrivée n'en fait point de doute pour eux. Ils partagent à cet égard l'opinion commune à une grande partie du Maroc oriental et à presque toute la haute classe de l'Empire. Sefrou est florissante au contraire, pleine de maisons bien bâties, en briques et blanchies. Le voyageur s'y promène dans des jardins immenses et merveilleux, grands bois touffus dont le feuillage épais répand sur la terre une ombre impénétrable et une fraîcheur délicieuse. Ces excursions achevées, le terrible chemin étant ouvert enfin, l'explorateur peut gagner Meknès et de là Bou el-Djad, où il arrive le 6 septembre. Citation. Ici, ni sultan ni marzen, rien qu'Allah et Sidi Ben Daoud. Fin de citation. Ce grand personnage, à peine l'a-t-il vu, témoigne au rabbin Joseph Allemand des égards tout à fait singuliers. La reconnaissance au Maroc n'y fait aucune allusion, mais dans la 3e note manuscrite que j'ai annoncée, Charles de Foucault raconte tout au long l'aventure émouvante qui lui advint dans la ville de Bou el-Djad. Citation. J'arrivai à Bou el-Djad, escorté par un petit-fils de Sidi Ben Daoud. Le Sidi m'avait envoyé ce protecteur distingué après avoir reçu une lettre d'un grand seigneur de Faz, son ami, le Hadj Tib Sos. Pour faire honneur jusqu'au bout à cette recommandation, il me donna audience dès mon arrivée dans sa ville. Mardochée et moi fûmes reçus et interrogés séparément. Nous nous présentâmes comme 2 rabbins de Jérusalem, établis depuis 7 ans à Alger. À peine sortis de la demeure du Sidi, nous vîmes un musulman assis au milieu d'un groupe nous faire signe d'approcher. Celui qui nous appelait était le second fils de Sidi Ben Daoud et Sidi Omar. Le second fils de Sidi Ben Daoud, Sidi Omar. Il nous introduisit chez lui et se mit à poser des questions sur l'Algérie. Pendant ce temps, le Sidi faisait venir les principaux Israélites de la ville, leur commandait de nous bien recevoir et désignait l'un d'eux pour nous donner l'hospitalité en son nom. Ces 2 audiences, tant de soins de notre installation, étaient des faveurs extraordinaires.